Après avoir bataillé pour trouver un emplacement dans Paris, les compagnies doivent faire face à un nouveau défi. Construire un bâtiment qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'architecture. La gare, c'est une invention architecturale, une invention technique pour un moyen de transport, un moyen de locomotion qui est au fond une nouveauté. Les architectes vont définir progressivement une grammaire architecturale et ça commence dès la façade. Le fronton est systématiquement agrémenté d'une horloge qui permet d'annoncer l'heure côté rue. L'horloge, c'est le culte de la ponctualité, du temps. C'est le culte aussi de l'unité nationale. Avant le chemin de fer, les heures étaient différentes. C'était l'heure solaire. Le chemin de fer impose l'heure unique pour tout le territoire. Donc d'abord, il y a une horloge. C'est ce qui distingue la gare de tous les autres bâtiments. Derrière la façade, il faut maintenant inventer l'organisation du bâtiment. La plupart de ces gares ont une forme en U. C'est-à-dire que la base du U est tournée vers Paris. C'est la façade qui est avenante, qui ouvre sur la ville. Et les deux jambes du U sont l'une affectée au quai de départ, l'autre au quai des arrivées. Comme le chemin de fer est né en Angleterre, les gares s'articulent selon le modèle anglo-saxon où les trains roulent à gauche. Le bâtiment des départs sera donc à gauche, celui des arrivées à droite. Ce modèle dit en U, avec une façade qui regarde la ville, s'impose dans plusieurs gares terminus à Paris, et notamment la gare de l'Est, la gare du Nord et la gare Montparnasse. À l'intérieur, tout est fait pour que les foules se croisent le moins possible. Le bâtiment des départs s'organise selon le cheminement des voyageurs, depuis leur arrivée dans la gare jusqu'au quai d'embarquement. À leur entrée, les voyageurs munis de bagages vont acheter leurs billets dans un service de billetterie. Très vite, il faut libérer ces voyageurs de leurs bagages volumineux, comme dans un aéroport aujourd'hui. Enfin, le voyageur est invité à patienter dans une salle d'attente. L'idée des ingénieurs, c'est d'éviter les mélanges de foules. Ça, c'est une grande phobie du 19e siècle. Au lieu d'avoir des foules, on préfère avoir des flux qui sont fléchés. On craint que le public malmène, transgresse le bon usage du chemin de fer. On craint des mouvements de foule inconsidérés, des actes de vandalisme pouvant s'en prendre au matériel. Autrement dit, il faut le discipliner, l'ordonner, le contingenter, l'enfermer, le canaliser tout de suite vers des salles d'attente fermées tant que le train n'est pas arrivé. Très vite, d'autres services vont s'implanter dans ces nouveaux édifices, comme les bibliothèques de gare créées par Louis Hachette. Pour relier les deux bâtiments du départ et de l'arrivée, le modèle de la grande halle couverte par une verrière s'impose pour abriter trains et voyageurs. L'idée de la verrière, c'est avant tout d'attirer le client par quelque chose de spectaculaire. Faire un grand espace couvert, c'est vraiment une des thématiques du 19e siècle. Quand on construit les premiers passages couverts commerçants, immédiatement on fait des verrières au-dessus. C'est plus élégant, c'est plus beau, c'est plus spectaculaire. Mais en même temps, c'est absurde parce que quand vous amenez une machine à vapeur sous une verrière, vous enfumez la verrière. Et donc la fumée retombe sur les gens. Donc il faut faire une verrière qui sera en partie découverte pour que la fumée s'en aille. Les gares vont être vraiment un terrain d'expérimentation extrêmement fort pour cette technologie de l'espace couvert qui va se développer après considérablement au XIXe siècle, au point de devenir l'une des signatures, au fond, architecturales du siècle. En moyenne, la longueur des halles doit être de 200 mètres, car elles doivent couvrir les voyageurs, mais aussi une partie des quais sur lesquels circulent les trains. C'est pour l'agrandissement de la gare Saint-Lazare qu'une nouvelle technique de charpente va être inventée par un ingénieur français, Camille Polonceau. Pour soutenir la charpente de la grande halle de la gare,
Son idée est d'installer des arbalétriers. 2 poutres obliques ultra solides, en bois ou en fonte, qui portent chaque versant du toit. Entre les 2 arbalétriers, des tirants en métal permettent de récupérer une partie des efforts et sont reliés à 2 pièces en fonte, les bielles, qui rigidifient l'ensemble de la structure. Ce système extrêmement robuste peut supporter des charges considérables. Et l'utilisation du fer permet d'alléger ces structures pourtant colossales. C'est l'avant-garde de l'architecture métallique. Mais très vite, les gares vont se retrouver prises au piège par leur schéma d'origine. Cette gare en U a un inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a construit la gare, on ne peut pas l'étendre, ou difficilement. Donc on construit à l'extérieur du U, on rajoute des quais et on élargit la façade, donc on obtient des gares en forme de peigne. Avec le succès des chemins de fer, la France se met à voyager. Entre 1830 et 1865, le nombre de ces voyageurs passe de 2 à 84 millions par an, plus du double de la population française de l'époque. Toutes les gares se retrouvent totalement dépassées. Au tout départ, c'est un transport qui est plutôt à destination des élites et progressivement, il va devenir accessible à tout un chacun. Ça veut dire que les flux en gare vont devenir tels qu'il va falloir reconstruire les gares sur elles-mêmes. La gare Saint-Lazare passe une première fois de 2 à 5 quais. Il faut donc construire une halle encore plus grande que la précédente, capable de couvrir cette superficie. Il va falloir élaborer des structures métalliques aux portées jamais expérimentées jusqu'alors. À la gare de Saint-Lazare vont apparaître des premières très grandes halles, une construite par un ingénieur qui s'appelle Flachat, qui est un des ingénieurs principaux qui développe les chemins de fer en France à cette époque, et qui va pour la première fois construire une très grande halle avec un système de charpente entièrement métallique. En abandonnant le bois, Eugène Flachat parvient à expérimenter des portées considérables. 40 mètres en tout, l'équivalent d'un boulevard. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir couvrir plusieurs quais. Là, avec 40 mètres de large, on couvre 7 ou 8 quais au moins. C'est beaucoup plus important que d'habitude. En agrandissant les portées, Flachat parvient à réduire le nombre de points d'appui de la charpente et donc à libérer les quais de colonnes en fonte. Un système qui permet de faciliter la circulation des voyageurs et des trains. Pour ériger sa structure métallique, Eugène Flachat utilise pour la première fois dans une gare des plaques de tôle fixées par des rivets. Un rivet, c'est une sorte de clou qui permet d'assembler 2 tôles dans lesquelles on a au préalablement percé des trous, fait coïncider les trous. Une technique qui permet de fixer solidement une structure lourde et complexe en réduisant les points d'appui.